Bonjour à tous et bienvenue dans le Weeblycast, le podcast qui accompagne votre visionnage de la série classique de Doctor Who. Je suis Nopoman. Je suis l'Aigle. Je suis l'O3. Et je suis Antartix. Et ceci est le Weeblycast numéro 18, Fournaise. Durant cet épisode, nous allons revenir sur la quatrième et déjà dernière histoire de la saison 7 de la série classique Doctor Who, Inferno. Bien évidemment, nous reviendrons plusieurs fois sur l'intrigue de l'épisode durant le podcast, donc attention aux spoilers. Au programme de ce podcast, ce mois-ci, nous allons avoir le résumé de l'O3, je vous parlerai du casting et de l'équipe de production. Le dossier portera sur les univers parallèles de la série. Les trivia nous seront offerts par Antartix, et la partie paramédia traitera également des univers parallèles, tout comme le dossier. Et enfin, nous donnerons tous notre avis sur cette histoire. N'oubliez pas que si vous voulez également échanger avec nous et peut-être participer à ce podcast, vous pouvez nous rejoindre sur le chat Discord de la team. Sans plus attendre, descendons aux enfers. Ouais, attends, excuse-moi, parce que j'ai eu une sacrée soirée hier soir. Donc, c'est l'histoire d'un docteur qui, grâce à une machine extraterrestre, réussit à être transféré dans un monde parallèle. Un monde où tout est pareil, mais différent. Là, il va apprendre que ce monde est condamné à être exterminé. Si tous les événements qui ont lieu dans cet univers se produisent dans le sien, son monde sera détruit. Il va alors voir toutes les versions parallèles de ses amis, de ses soldats, scientifiques ou simples civils, mourir sous ses yeux. Certains pour lui permettre de rentrer chez lui, d'autres car ils ont essayé de le tuer. Au final, c'est toute la planète parallèle qui sera détruite. De retour dans son monde, il va se rendre compte que ce monde avait du retard sur l'autre. Alors, fort de ses connaissances qu'il a acquises, il va sauver son monde. Voilà, c'est comme ça que Daniel Jackson a sauvé l'humanité d'une attaque Goa'uld. Non, attends. Non, attends, pardon. Ça c'est un résumé. Non, attends, excuse-moi, parce que hier soir, en fait, j'ai fait une soirée avec tous les lots 3 d'univers parallèles. D'accord. Et figurez-vous qu'ils écrivent tous des textes pour des podcasts différents. Donc là, ça devait être celui du lot 3 qui écrivait pour Stargate. Je suis désolé. Attendez, je cherche dans mes notes. Ouais, pardon. Et comme on est dans la meilleure timeline, on fait celui sur Doctor Who. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un groupe d'hommes qui, à cause d'une substance étrange, vont désévoluer jusqu'à revenir à l'état d'hommes des cavernes. C'est alors que va commencer une lutte acharnée entre un peuple d'hommes des cavernes et notre héros. Une bataille qui fera rage, une bataille qui va rester dans les annales. Mais heureusement, Buffy en a vu d'autres. Pardon, ça c'est un épisode de Buffy. Ça doit venir du Buffycast, pardon. À voir, attendez. Oui, ça prouve bien à quel point toutes les séries ont copié Doctor Who, puisque Doctor Who date de 1970. Ok, je l'ai trouvé. Donc, c'est l'histoire d'un professeur célèbre qui travaille sur le plus grand projet de sa vie. Sauf que le mec en charge de la sécurité veut mettre fin à son projet, car trop dangereux. C'est notre projet, n'arrête-t-il pas de répéter. Donc, il décide de le tuer en simulant un accident de voiture. Mais notre héros, une personne habillée étrangement et ayant une vieille voiture ancien modèle, va lui poser des questions idiotes qui vont finir par le faire craquer. Monsieur, excusez-moi monsieur, mais il sert à quoi cet ordinateur ? À calculer les problèmes. Ah, d'accord. Donc, à suivre en somme si tout va bien. Ouais, c'est important ça, que tout aille bien. Vous savez, ma femme m'a souvent demandé d'acheter un ordinateur pour la maison, mais moi j'aime pas ça. Quoi ? Oui, pardon, monsieur, votre ordinateur là, il est pas allumé ? Il est cassé. Ah, d'accord. Vous dites le microprocesseur est brisé. Ok, mais vous voyez monsieur, quand un microprocesseur se casse dans un ordinateur, les bouts de verre du microprocesseur sont à l'intérieur de l'ordinateur. Ouais, et là, le problème, c'est qu'on a retrouvé le microprocesseur à 500 mètres de l'ordinateur. C'est étrange, hein. Pardon, ça c'est un résumé de Colombo. Mais il visite pas d'univers parallèle de Colombo, qu'est-ce que tu te racontes ? Bon, mais c'est pas grave, attendez. Donc, c'est l'histoire d'un riche propriétaire de plateforme pétrolière qui rentre dans son pays et tombe amoureux d'une magnifique jeune femme blonde. C'est un univers impitoyable. Non, pardon, ça c'est de l'as.
Non, mais c'est bon, cette fois je l'ai, sérieux. C'est En original, plus, Doctor Who. c'est... Non, mais c'est écrit en gros au titre au-dessus, hein, y a pas de doute. Hein. Doctor Who, podcast, Wibbly Wobbly, je peux pas me tromper. Ok. Ça Donc, devrait. Donc, c'est l'histoire d'une équipe scientifique qui va creuser dans le sol jusqu'à atteindre le manteau terrestre. Là, ils vont réveiller une ancienne race extraterrestre appelée les Siluriens. Ah non, pardon, ça c'est la nouvelle série. Comment ça, avec les classiques? Ah mais, c'est-à-dire que moi, en fait, je suis l'O3 du podcast de la série de la New, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a eu un échange, en fait. Ah merde. Ah, c'est malin. Mais en fait, du coup, C'est- vous êtes pas l'O3, vous êtes l'O7, puisqu'il y a beaucoup de régénération. Ah ok, je suis pas dans mon univers. Voilà. Bon, ben, tant pis, hein. Cela dit, l'O3 reviendra, je vous le promets. Enfin, sauf si Nopoman, le dictateur de mon monde, le suit. Mais, après, mea culpa. Mais pour Inferno, par contre, dites-vous que c'est un mélange de tout ce que je viens de résumer, et plus encore. À vous, la Weebly. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce résumé. Donc, équipe de production, maintenant je vais essayer de rattraper le coup. Nous avons... alors, on va commencer par, encore une fois, les scénaristes et réalisateurs. Le scénariste de cette histoire Inferno est un certain Don Houghton, Houghton, qui est né à Paris, donc c'est déjà une qualité, il est français. Il reviendra pour réaliser une histoire très bientôt, donc dans la série. Et sa femme est une certaine Pick Sen Lim, qui jouera d'ailleurs un rôle dans l'épisode, dans l'histoire qu'il va diriger. Donc, vu le nom qu'elle a, vous pouvez peut-être deviner quelle est l'histoire. Ils ont une fille qui s'appelle Sarah Houghton, qui a joué le docteur Samantha Madigan dans l'épisode The Curse of Clyde Langer de The Sargent Adventures. Et cette Sarah Houghton, donc la fille de ce scénariste, a également joué dans l'audio de Jenny the Doctor's Daughter, Neon Rain. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai le coffret derrière moi, donc je peux confirmer. Ça me dit un truc. D'accord. Moi, je ne l'ai pas écouté, parce que ça me paraissait être du fanservice un peu débile. Non, c'est pas mal du tout. Franchement, c'était très bien. C'est du fanservice un peu débile, mais c'est pas mal du tout. Bon, ok. Après, Doctor Who, il y a souvent du fanservice un peu débile, et pourtant, c'est pas mal. Oui, surtout quand c'est labellisé Big Finish. Ouais. Bref. Bon. En tant que réalisateur, on a Douglas Camfield, qu'on ne présente plus. On pouvait vous référer à l'épisode 5 du Weeblycast. Par rapport à cette histoire-là, à Inferno, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'il a fait une crise cardiaque pendant le tournage de cette histoire, et du coup a été remplacé par le producteur Barry Letts, qui n'a pas été crédité par contre à la réalisation de cette histoire. Donc Douglas Camfield, si je me rappelle bien, c'est la personne qui a dû aller jurer dans une église qu'il ne travaillerait plus jamais pour Doctor Who parce que sa santé avait été mise à mal. Enfin, Oui, crois que je me c'est cette souviens. personne. Donc, il en est pas mort. Il a juste eu une Il n'en est pas mort. Non, mais bien il a sûr, juré mais, qu'il travaillerait plus. c'est pas très bien passé pour lui à ce moment-là. En termes de casting, alors cette histoire n'a pas beaucoup finalement de personnages, puisque comme vous le savez sûrement, tous les épisodes, enfin la plupart des personnages ont un double. Ils jouent deux personnes, chaque acteur joue deux personnages. C'est un casting très serré, c'est sûr. Un casting très serré. Donc du coup, je vais venir sur les principaux, ceux sur lesquels on n'a pas déjà parlé, parce qu'évidemment, déjà si on n'a pas beaucoup, mais si on enlève déjà le docteur, Liz, le brigadier, et Benton, déjà ça fait vraiment plus beaucoup de monde sur lesquels parler. Donc on a déjà le professeur Stallman, qui joue également le directeur Stallman. Donc déjà, c'est une chose que je n'avais pas remarqué, c'est qu'ils n'ont pas le même titre dans les deux univers parallèles. Ah oui, tiens. C'est logique aussi en même temps, quand on y pense, mais j'avais pas Ouais. capté non plus. Alors, il est joué par Olaf Poulet. Poulet, P-O-2-L-E... Non, P-2-O-L-E-Y. Alors, ce cher Olaf a joué dans Star Trek Voyager en 2000, ce qui est en fait un des rares acteurs à être apparu à la fois dans Doctor Who et dans Star Trek. Et il joue dans l'épisode dans lequel il change d'univers. Dans Star Trek? Non, je déconne. Dans Doctor Who, ok. Ça rien de ce que tu dis, ok, pourquoi pas. Tu sais que je comptais l'utiliser dans le résumé, parce que c'est celui où ils ont des boucles, je suppose, dont tu parlais. Mais... Ok. Alors, ce qui est dans la liste des listes intéressantes, ce cher Olaf, lorsqu'il est décédé, était l'acteur vivant le plus âgé des deux franchises. Et il est également, attention, le deuxième acteur Doctor Who et le premier homme à atteindre 100 ans, avoir atteint les 100 ans. La première personne étant une femme, donc Zora Segal, qui a joué Sheira dans The Crusade. Aucun souvenir de qui c'est, mais sans doute que peut-être que certains d'entre vous le savent. Donc voilà.
Autres acteurs, on a Sir Keith Gold, qui est joué par Christopher Benjamin. Donc c'est la personne qui essaie de réparer les trucs et qui part en voiture, etc. On connaît tous Christopher Benjamin pour un futur rôle. D'accord. Deux futurs rôles. Dans la nouvelle série. Il apparaît donc dans plusieurs histoires, dont The Unicorn and the Wasp. Il joue le colonel Hugh, H-U-G-H. Il a été considéré pour jouer Toby dans Power of the Daleks et un autre rôle plus tard dans la série, donc je ne vais pas vous révéler. Il a fait aussi la voix. C'est un autre rôle dans la série qui apparaît juste une fois, qui est pourtant assez anodin dit comme ça, mais qui de manière assez étrange est méga culte et a donné lieu à plein de séries spin-off. C'est ce dont je vais parler. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il a été envisagé pour un autre rôle dans la série. Mais il a aussi un autre rôle dans la série. Mais je crois qu'il est envisagé pour 2 rôles, dont Toby et un dans un épisode plus suivant. Enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, il a fait la voix donc j'imagine que tu parles de Daredevil. Non, excuse-moi, d'un autre personnage qui s'appelle... alors je suis désolé, ça... Jago Lightfoot, ouais, c'est ça, c'est le duo. Voilà. Donc il a fait la voix de Daredevil dans le Big Finish qui s'appelle Grand Theft Cosmos. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais, 8ème Docteur, 2ème saison de ses aventures. Enfin, on en a déjà parlé dans un autre podcast. On avait parlé de Human Resources, c'est la même saison, c'est la même série. Ok. Et il est également joué dans un des Companion Chronicles qui s'appelle Mahogany Murders et dont il joue et qui va être continué dans Jago et Lightfoot. Donc ouais. Ce sont 2 personnages qui apparemment ont eu beaucoup de succès. Donc c'est de ceux-là dont tu parles, toi, l'aigle. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc on retrouvera... donc il joue le Jago ou Lightfoot? Jago. Ok. Donc et Jago va être retrouvé il va reprendre son rôle dans Diary of River Song, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a à peine 1 ou 2 ans, c'est ça? L'été dernier, si je me trompe pas. Et on est en 2020, toujours, donc c'est sorti dernier, en c'est 2019. Voilà. J'ai retenu. Et il a joué donc dans l'épisode qui s'appelle The Talents of Grill, G-R-2-E-L. Et ouais. On le retrouve également, la petite anecdote, dans The Legend of Tarzan, le film qui est sorti en 2016. Et petite anecdote, il joue toujours Jago en sachant que son partenaire est décédé, son partenaire, oui. L'acteur qui jouait Lightfoot, mais ça ne l'empêche pas de reprendre son rôle, par exemple dans ce que tu viens de citer, Diary of River Song, et il apparaîtra à la fin de l'année dans un spin-off sur le Paternoster Gang de la nouvelle série. L'O7 saura de quoi je parle. Ah non, excuse-moi, moi je suis le 3, je viens de revenir, j'avais un résumé à tout à faire, mais... Ah bah c'est malin. Non, ouais, non, vous devinerez jamais d'où je viens. Tu ne t'es pas fait tuer par le dictateur de l'autre monde et tu n'es pas devenu le 4. Non, j'ai réussi à m'en sortir en restant le 3. Ça marche. Cool. On a le personnage de Petra Williams qui est un docteur dans l'univers, dans la Dark Timeline, qui est joué par Sheila Dunn, donc, qui était la femme de Douglas Camfield, dont on a aussi parlé, parce qu'elle a eu un rôle dans le fait qu'il arrête de réaliser des épisodes de Doctor Who. Elle a joué dans The Dalek Master Plan, et elle a joué la voix de l'ordinateur dans The Invasion. Je crois que Petra, c'est celle qui ouvre la bouche tout le temps dans l'épisode? Oui, c'est ça. Ok. Exactement, c'est la copine de Greg Sutton. Ok. On parle d'elle donc justement dans l'épisode 10 du Weeblycast qui est dédié à The Invasion. En parlant de Greg Sutton, accrochez-vous les enfants. Grosse surprise. Ouh là là. Donc Greg Sutton joué par Derek Newark. Et Derek Newark, qui c'est? Derek Newark, c'est Za dans An Unearthly Child. Ah, le fameux Za, celui qui fait le feu. Za. Fire. N'est-ce pas un twist incroyable dans ce Weeblycast? Incroyable. On a retrouvé Ça. Il va enfin pouvoir faire du feu. qui est joué dans le premier épisode de toute la série. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres acteurs qui ont joué dans ces premiers épisodes qu'on va retrouver dans la série plus tard. Je veux dire plus tard, aussi tard que ça en quelque sorte. Donc c'est plutôt intéressant. Il a été également considéré pour le rôle de Ike Clanton et Virgil Harp dans The Gunfighters. Donc c'est les je sais pas si c'est les voyous ou si c'est les shérifs, mais voilà, c'est dans cet épisode là. Le soldat Latimer est joué par David Seaman, qui reviendra dans une autre histoire la saison prochaine. On a Derek Ware qui dirigeait les cascades, on parle de lui dans l'épisode précédent du Weeblycast, donc n'hésitez pas à jeter une oreille à cet épisode. Il jouait donc un des soldats Wyatt.
Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le personnage de Harry Slocum. Donc Harry Slocum, c'est un des premiers personnages qu'on voit dans la série. C'est lui qui vient réparer le tuyau qui est percé ou qui vient serrer 3 boulons là. Donc il est joué par Walter Randall. Donc Walter Randall, il a joué plusieurs rôles dans la série. Il joue Tony La dans The Aztecs. Il joue El Akir dans The Crusade. Il joue Ixos dans Dalek's Masterplan. Et il joue un patrouilleur dans The Invasion. Et on a déjà parlé dans The Invasion, puisque c'est lui qui tenait un restaurant avec John Pertwee pendant 5 ans. Et j'avais fait Oui, le cette fameux. petite anecdote. Trop bien, Voilà. elle était trop bien cette anecdote, je m'en souviens. Et pour finir, parce que voilà, comme je disais, il n'y a vraiment pas beaucoup d'acteurs au final. Bromley est joué par Ian Fairbairn. Donc Bromley, c'est, si je me rappelle bien, c'est un des scientifiques qui est chassé ou qui chasse le docteur sur les silos et qui tombe après. Donc lui, il jouera 2 rôles. Il a déjà joué 2 rôles dans la série. Dans Macra Terror, il joue un certain Cuesta. Et dans The Invasion, un certain Mark Gregory. Donc ce sont 2 rôles dont je n'ai aucun souvenir. Comme je l'ai dit à chaque fois. Voilà, ce sera tout pour moi déjà. Je vous laisse avec l'aigle. C'est à moi. Oh. C'est à moi, c'est ça? C'est à toi. Oh, l'aigle. c'est Ouais, mignon, ton nom. il se reconnaît Ouais, quand on dit son nom. C'est incroyable. Tu veux que je fasse une autre transition? Mais non. C'est bon? Aujourd'hui, je vais profiter de l'incroyable idée d'Inferno de se dérouler dans un univers parallèle pour vous parler des univers parallèles dans Doctor Who. Donc tout d'abord, je vais vous parler dans le dossier de ceux qu'on connaît dans la série. Et en chronique Paramédia, je vous parlerai de ceux qui apparaissent en Paramédia. Pas tous, hein, bien sûr, parce que ce serait impossible et même très chiant, mais je vous parlerai des meilleurs. Tout d'abord, les univers parallèles dans Doctor Who, sachez que le 5e Docteur, dans un roman qui s'appelle Imperial Moon, un BBC Past Doctor Adventures, elle est décrite comme ceci. Voilà, traduction offerte par Wibby Team. Les univers parallèles sont une forme particulière d'univers alternatif, qui sont donc des univers parallèles à un autre. Mais les termes ne sont pas complètement synonymes. Parenthèse personnelle, peut-être est-ce notre langage qui crée ce synonyme qui n'aurait pas lieu dans une civilisation aussi avancée que les Time Lords. Voilà, bon bref, je reprends la citation. Un univers parallèle n'a aucun impact sur un autre univers parallèle. Il est séparé par une milliseconde dans le temps et d'un nanomètre dans l'espace, sans jamais n'avoir de contact. Au contraire, un univers pleinement alternatif se trouve être un univers qui se divise en deux à cause d'une faiblesse de celui-ci, et l'une des chronologies détruit l'autre. Voilà. Donc conclusion, ça n'a aucun sens. Non. Blague à part, de toute façon, cette affirmation provient d'un vieux bouquin. Y a-t-il des choses qui contredisent ça ailleurs? J'en ai aucune idée. Oui, si. Bah, je viens d'un univers parallèle, je peux te dire que c'est surfait. Oui, si, peut-être le fait que de l'univers de Donna dans Turn Left est décrit comme un univers parallèle, alors que du coup, si on en suit cette définition, ça collerait plutôt à la description d'un univers alternatif. Je sais pas. Bon, pour aller dans le vif du sujet, les univers parallèles sont surtout développés en paramédia, mais on en voit quelques-uns dans la série. C'est 2 dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, on a tout un tas d'exemples de dimensions parallèles plutôt que d'univers parallèles, comme par exemple le monde qu'on a vu dans l'épisode It Takes You Away en saison 11 de la nouvelle série, avec la conscience de la dimension qui prend la forme d'une grenouille, ou les dimensions alternatives comme celui de Mind Robber. Il y a aussi les fameux univers de poche ou espaces plus petits comme ceux dont on nous rabâche les oreilles depuis Day of the Doctor, ou le fameux E-Space ou N-Space que l'on va découvrir plus tard dans la série classique. On pourrait aussi citer le fameux univers de poche, du grand méchant pas beau qui tue les Time Lords et qui essaie de tuer le Docteur dans la saison 6 de la nouvelle série. Enfin, tout ça, ce n'est pas ce dont on va parler. Nous, on va s'intéresser aux véritables univers parallèles, aux vrais, aux durs, ceux qui sont juste le résultat d'un ou plusieurs choix différents et qui sont à l'origine d'un univers similaire mais différent. Alors le premier vu dans la série, c'est effectivement celui d'Inferno. Les caractéristiques, il montre un univers totalitariste, qui prend d'ailleurs quelques inspirations de 1984 dans l'affiche qu'on peut voir au début notamment. Elizabeth Shaw a décidé non pas de devenir scientifique mais militaire, pratique, sinon il n'y aurait pas eu d'explication quant à sa présence. Et le chef de brigade, et non pas le brigadier, dirige une institution militaire qui fait régner la terreur et la loi de ce grand dictateur finalement assez méconnu. Et au passage, le brigadier est un homme qui a un énorme complexe... le chef de brigade est un homme qui a un énorme complexe par rapport à sa position. Il est limite au bord des larmes quand on ne suit pas ses ordres. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Ouais, mais il a un œil sur tout. Donc c'est pas Voilà. Ouais, voilà, il est au bord de la larme, c'est vrai. Enfin... Il a un œil sur tout, donc tout va bien. Un autre, encore plus passionnant, c'est celui que Donna crée, dont je viens de vous parler. On l'appelle le monde de Donna. Il est créé par le choix qu'elle avait dû faire entre 2 métiers. Ça fait partie de la nouvelle série, donc je suppose que vous connaissez quand même assez bien. Enfin, et pas des moindres, on a un univers
parallèle créé par Russell T. Davies durant la saison 2. C'est peut-être l'univers parallèle le plus complexe de tous. Quand je dis ça, c'est celui qui est le plus développé de la série en tout, parce que c'est celui qui revient 2 saisons plus tard. C'est celui dans lequel finit beaucoup de ses personnages, et cet univers-là a même eu le droit à son propre coffret audio, qui s'appelle The Dimension Canon. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble même qu'il y a un Companion Chronicles qui se passe dedans. Voilà, The Dimension Canon, le canon à dimension, jamais compris le titre jusqu'à ce matin, puisque je me suis rappelé qu'ils utilisaient un canon pour voyager entre les dimensions. Non, du coup, ils utilisent un bouton, bref, apparemment, ils utilisent un canon dans le coffret. Voilà. Mais moi, ça me faisait beaucoup rire parce qu'il suffisait d'emblée un N, et ça ne faisait plus The Dimension Canon, mais The Dimension Canon, ce qui rend la dimension canonique. Bon, voilà, je sais pas. Vous en pensez quoi de cet univers ? Lequel? L'univers des Cybermen? Oui, l'univers de la saison 2. Moi, m'a ce pas qui m'a toujours marqué, moi. interrogé, c'est le côté ah ouais, non, mais en fait, on peut pas voyager dans les univers parallèles et en fait, ils le font tout le temps. Ça m'énerve. C'est c'est ce qu'il dit dans la première fois qu'on le voit, c'est on peut pas y accéder, c'est vraiment trop compliqué. Ils y retournent je sais pas combien de fois. Et puis finalement, on peut aussi voyager parce qu'il y a l'épisode aussi avec sur le Tardis qui prend forme humaine où bon, finalement on peut aussi voyager dans les univers de poche. Enfin bref. En fait, les univers de poche ne sont pas des univers parallèles. Mais oui, je suis d'accord avec le fait que on nous dit oui, non, mais les Timelines ont fermé les murs des univers parallèles pendant la guerre du temps et j'ai inventé un bouton pour traverser les murs. Voilà. Ouais, bah le scénario, il serait bien embêté si on pouvait pas traverser les univers parallèles. Vous vous rendez compte? Il y aurait aucune possibilité de scénario d'univers parallèle sans ça. Il y avait juste à dire que les Timelines n'avaient pas fermé les univers parallèles à la fin de la Time War, et c'est tout. C'est comme le timelock de la Time War. Hein. Le fameux, selon l'épisode, on s'en fout. En selon général, l'épisode, t'as une on clé. l'utilise. T'as un timelock, donc un cadenas temporel, mais selon l'épisode, t'as la clé. Ouais. Voilà. Bon, voilà, vous avez peut-être d'autres exemples d'univers parallèles dans la série. Moi, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Je crois qu'on a vraiment celui de Cyberman qui est le plus développé. On a le monde de Donna qui est certainement le plus marquant, et celui d'Inferno qui est certainement le plus... Déjà, c'est le premier, donc c'est peut-être le plus innovateur, mais c'est aussi... le plus politisé, puisqu'il parle d'un quelque chose de totalitariste. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres exemples ? La série, non. La série Turn Left m'a fait pleurer, mais pas parce que c'est un univers parallèle. Parce que c'est une histoire triste. Parce que c'est une histoire triste, mais justement, c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup cette histoire. Parce qu'il y a Donna dedans. C'est ça, il y a Donna dedans, donc c'est forcément bien. Mais franchement, non, c'est ça aurait été une pomme en mousse qui vivait l'histoire, ça m'aurait fait pleurer pareil, quoi. C'est pas une question de c'est Donna, c'est juste... Bah, c'est pas le cas déjà. Silence Quoi ? approbateur. Non, laissez le silence durer plus longtemps, c'est sa position. Bon, bah du coup, si personne n'a d'autres exemples d'univers parallèles, je pense qu'on a fait le tour. Bon, eh bien, du coup, parlons des paramédias. Mais pas tout de suite. Tout d'abord, Antarctix. Et oui, bonjour, rebonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes plus ou moins croustillantes concernant cet épisode. Et déjà, je tiens à féliciter Doctor Who parce que c'est un peu écolo quand même comme série. Je sais pas si vous voyez le clip du volcan en éruption qu'on a dans le générique, de début ou de fin, je ne sais plus. Et ben, il est utilisé au moins 2 fois dans la série. Une fois pour un épisode qui viendra, et il a déjà été utilisé dans Enemy of the World. Donc Doctor Who, c'est pro-recyclage, c'est très sympa, la série est écolo. Non, mais j'applaudis. T'es méchant avec la série, c'est du stock footage, t'utilises ça tout le temps. Tu sais, ils se sont dit, est-ce qu'on fait exploser un volcan ou est-ce qu'on réutilise l'image? Non mais du coup, moi j'ai une question, c'est-à-dire qu'en fait le footage qui a été utilisé dans Enemy of the World était à l'origine en couleur du coup. C'est possible, hein. Parce que ils ont dû le passer noir parce que t'avais déjà des films en couleur à cette époque dans les années 60. D'accord, je mais du coup, crois. c'est Ouais, intéressant t'avais que- même des séries en couleur. Hein, Ouais, c'est juste dans que les Doctor Who années était encore dans le passé à ce moment-là. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer la couleur, mais quand tu regardes le Batman de 66, c'était déjà en couleur. C'est pas faux. C'est vrai. Aussi. Bah oui, si c'est pas faux, c'est vrai. Merci. Tout à fait. Ok, anecdote suivante. Ouais, autre petite anecdote, hein, parce que j'ai ma liste sous les yeux. Est-ce que vous saviez que John Pertwee avait peur des hauteurs, hein? Il a le vertige. Ah, Et pourtant, il il y est a très une grand. scène, et ouais, c'est ça qui m'a fait marrer quand j'ai vu ça. Il fait quoi, 1m89? Mais il arrête pas de monter sur des échelles, t'es sûr? Non, mais ouais, je te jure, il fait 1m90, il est super costaud, mais il a peur, il a le vertige. Et il y a cette scène où il se bat, je crois, ou alors il poursuit un gars en haut, enfin, dans les hauteurs, en haut d'un réacteur nucléaire.
Ça doit être dans l'épisode 2, je crois. C'est ça, il Et- arrête pas de monter des escaliers. Et ouais, et il Et lui a des fallu au moins un quart d'heure pour se préparer psychologiquement à tourner la scène, parce qu'il avait peur du vide. C'est surprenant. C'est oui. Ouais, non, mais c'est marrant d'imaginer un grand gaillard comme ça avoir ce genre de peur. Comme quoi. J'ai pas, Non, j'ai c'est pas ça, trop mais souvenir dans cette saison il a été confronté au même genre de situation. Peut-être à l'avenir dans la Mais série. si, il y a plein de fois où il monte des petites échelles, j'en suis sûr. Ouais. Des petites échelles, En tout mais cas, je dans me cet souviens pas. épisode, je pense à plusieurs exemples. Faisons Ouais. une liste des épisodes dans lesquels John Un Pertwee classement monte des échelles. meilleurs montages Voilà, d'échelles. faisons un classement. Le petite truc, c'est liste. qu'il a l'air super sûr de lui quand il le fait. Bah, se prépare c'est ça, psychologiquement. C'est parce que, enfin, C'est il un jouait grand toujours acteur. à fond et il se préparait psychologiquement. Enfin, c'est un des acteurs les plus impliqués dans le rôle, je trouve, parce qu'il avait peur de pas être Ah ouais, à la je suis hauteur d'accord. par rapport à ses congénères. Haha, pas à la hauteur. Ah, J'adore les jeux de mots, c'est le feu. Bref. Et voilà. Autre petite anecdote. vas-y. Bien que les créatures ne soient pas explicitement nommées dans cet épisode, on apprend dans la crédit qu'elles s'appellent les Primords. Oui. P-R-I-M-O-R-D-S. Et Exactement. savez-vous qu'en 2019, un coffret audio du Troisième Docteur, sorti par Big Finish, en 2019 toujours, était une suite d'Inferno appelée simplement Primord. Et encore plus surprenant, saviez-vous que la fille de Liz, de Caroline John et de Geoffrey Beavers, Daisy Ashford, avait repris le rôle de sa mère et jouait Liz. Personnage recasté. Et oui, normalement, vous devez être au courant puisque j'en ai parlé dans un des podcasts précédents. Voilà. Et de toute façon, Faites moi je jouer l'ai votre teasé mémoire, dans le hein. podcast d'avant. Ah ouais, donc personne s'écoute en fait. Non, pas du tout. Pardon, tu disais? Non, mais Spirit from Space, pour sa défense, il n'a pas participé à ça. Mais il est censé avoir écouté. Et bien sûr qu'il écoute tous nos épisodes. Enfin, je veux pas. C'était un petit récapitulatif en jouant sur le nom des bébêtes. Pour la petite histoire, je crois qu'un jour il m'avait demandé, dis donc, c'est quoi déjà ton avis sur ton doigt de Firmament, je me souviens plus. Et sauf que à ce moment-là, je crois que j'étais occupé, j'avais la flemme de faire un pavé et je me souviens plus exactement ce que j'avais dit. Du coup, je l'avais envoyé sur le lien du podcast, je lui ai dit, tu vas à la fin, j'ai mon avis. Tu vas là-dedans. Et il a jamais écouté, il m'a jamais redit voilà. rien. La flemme. Ouais, mais j'étais pas dans l'équipe à ce moment-là. Imagine si tout le monde pensait comme Voilà. Donc, Voilà. reprenons sur les anecdotes. Nicolas Courtney, donc qui joue le brigadier, et Caroline John ont avoué qu'ils avaient beaucoup aimé jouer des versions maléfiques et miroirs de leurs personnages. Et Caroline Mhm. John en particulier a dit qu'elle avait préféré jouer la version maléfique de Liz plutôt que la gentille qu'elle trouvait ennuyeuse en comparaison. En plus, je sais que Nopoman préfère le look de méchante de Liz. Tout à fait. Et même son jeu, je trouve que je suis d'accord avec elle. Elle est mieux en méchante qu'en gentille. En Elle est pas s'est très méchante. méchante, hein, le personnage. Bon, Bah, elle joue quand même elle est niveau. pas très gentille non plus, c'est une fasciste. Est-ce que Ouais, je viens mais de il y a dire que des tous les fascistes gentils étaient et puis des méchants? fascistes méchants, quoi. Il y a des bons et des méchants fascistes. Voilà. C'est quoi la différence, le bon fasciste? Mais en fait, fasciste, ça veut juste dire que tu mets tout ton libre arbitre au service d'un dictateur supérieur et qui contrôle l'armée et une dictature militaire. Donc, t'es pas obligé d'être méchant, quoi. Peut-être que cette armée et ce dictateur, ils veulent juste conquérir le monde à coups de sucette et de lapin. Je dis surtout ça parce que dans cet épisode, ils sont pas super gentils en général. Oui, et puis en plus, je crois qu'elle le décrit en disant Badily Show et Goodily Show. Ouais, il me semble qu'elle a dit Goody. Bien. Et j'ai gardé l'anecdote la plus marrante pour la fin. Celle-là, c'est l'aigle qui me l'a partagée, je la connaissais pas. Et oui. Si vous vous souvenez bien de la scène où on découvre le Brigade Leader, Brigade Leader qui a un cache-œil, on le voit, c'est la première fois qu'on le voit, c'est de dos dans sa chaise et il se retourne de manière dramatique. Vous savez, Oui. comme avec ce mème où on voit la marémote qui se retourne et tin. Et C'est ça. ce que vous savez peut-être pas, c'est que lorsque cette scène a été tournée, en fait, toute l'équipe de production et les acteurs, pour se foutre de lui, avaient mis un cache-œil pour voir comment il allait réagir. Et du coup, quand il se retourne pour faire face à la caméra, il joue face à toute l'équipe qui a des cache-œils, et il a dû, pendant toute la scène, en fait, on voit Nicolas Courtney essayer de se contenir pour pas se marrer parce qu'il est complètement déstabilisé. C'est ça, Ah. exactement. Et C'est ça se vraiment remarque bien, très quoi. vite parce que vous voyez, il se retourne, genre manière dramatique, et puis là, il fait un regard à gauche, à droite, il fait. Ah, les Moi, gars, je croyais qu'est-ce que qu'il vous avait êtes... juste trouvé le docteur ridicule, quoi. Mais enfin, c'est quoi cet espion avec des vestes fluo et des...
Et ça a été, il y a un petit hommage à ça dans la nouvelle série, parce que dans le final de la saison 6, si vous vous en souvenez, il y a le docteur qui apprend la mort de Brigadier, c'est un épisode avec le 11e docteur, et dans cet épisode, tous les personnages de l'univers alternatif, dirons-nous et pas parallèle, jouent avec un cache-œil. Et c'est un hommage à Nicolas Courtney. Oh. Et oui. Et c'est beau ça. Hein. Hein. C'est des belles anecdotes en vrai. Hein. Celle-là, elle est très drôle, je trouve. Quand tu me l'as appris hier, j'étais mort de rire. Et voilà pour les anecdotes. Donc de mon côté, c'est bon. Je vais laisser la parole à l'aigle qui va repartir sur les paramédias et les univers parallèles, j'imagine. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Alors. Oh oui, bah ouais. Ouais. C'est à moi. Alors, par rapport à... alors, en gros, évidemment, je vais pas citer tous les univers parallèles. C'est-à-dire que les paramédias ont ceci d'intéressant que... Déjà, ils sont très nombreux, mais en plus, il y en a beaucoup, beaucoup qui explorent des univers parallèles. Donc, des univers parallèles, on en voit vraiment plein. Donc, il y en a vraiment de toutes sortes. Il y a ceux qu'on va voir littéralement dans une histoire. Donc, c'est-à-dire que l'univers qu'on connaît va être en contact avec un autre univers. Et il y a autre chose qui sont les Unbound. En fait, c'est un concept. What if? Donc, en français, c'est et si. Donc, ça commence à être un petit peu plus connu, surtout que maintenant que le MCU va faire une série What if. Donc, en fait, c'est tout simplement partir du principe de développer des histoires en se disant qu'est-ce qui se serait passé si c'était passé ça. Si tel événement avait été fait de cette manière-là, qu'est-ce qui se serait passé? Donc il y a des Unbound qui développent ça. Qui développent plein de choses comme ça, donc c'est très intéressant. Donc, je vais pas vous faire la liste de tous les univers parallèles, c'est impossible, mais je vous ai fait une petite sélection quand même de certains qui sont drôles, ou qui sont intéressants, ou qui parlent d'univers que vous connaissez. Donc, par rapport à l'univers parallèle dont on a parlé juste avant, qu'on appelle le monde de Pete, donc en fait que Nopoman appelle le monde des Cybermen, celui dans lequel Rose s'en va, j'arrive plus à prononcer les V et les F, s'en va à la fin de la saison 4. Déjà, comme j'ai dit, vous pouvez retrouver cet univers dans un coffret audio qui s'appelle The Dimension Canon. Il me semble qu'il y a aussi un Companion Chronicles avec Jackie et le Ah oui, non, je vois enfin de quoi tu parlais quand tu parlais de Companion Chronicles tout à l'heure, j'avais pas capté. Ouais, c'est des short trips. C'est un short trip, voilà, je confonds souvent les deux. De Jackie. Ok, donc c'est un short trip avec Jackie et le Metacrisis Doctor, dans lequel on voit notamment le Metacrisis Doctor faire pousser un nouveau TARDIS à partir d'un corail. Et donc dans le coffret Dimension Canon, ils se mettent quand même à explorer d'autres terres d'univers parallèles après avoir laissé des messages au Docteur, puisque le soleil commence à s'éteindre. Ils font ça pour voir s'il y a des terres d'univers dans lesquelles les choses se passent bien. Moi je trouve ça plutôt logique, vu des connaissances qu'a acquises Rose dans la saison 4. Ils en visitent un condamné à s'éteindre depuis que le soleil s'est éteint, un dans lequel le réchauffement climatique aurait été provoqué par des aliens alors que les humains ont réduit leur impact. Les humains y ont environ 70 ans à vivre avant de s'éteindre. Réduit l'impact de quoi? Des aliens hein? Non, leur impact technologique. Ah. L'impact humain. Ils ont réduit leur propre impact. Ah d'accord, ok. Et du coup, forcément, ça n'a pas baissé puisque ce serait provoqué par les aliens. Le point commun de tous ces univers est l'absence du Docteur ainsi que de certains aliens. Donc je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que ça ne fait pas que développer l'univers de Pete, mais non seulement ça explique aussi comment Rose a toutes ses connaissances sur les univers parallèles et sur le fait que tous les univers disparaissent, mais en même temps ça en développe 3-4 autres qui sont assez liés à cela, quoi. Donc ça fait des choses assez proches. En audio, une dont je vous avais parlé plusieurs fois qui était assez exceptionnelle dans son concept, c'est un one-shot suivi d'une trilogie dans le main range, Code Leads, le numéro 25 du main range, suivi de la trilogie de 130 à 132, A Thousand Tiny Wings, Survival of the Fittest et The Architect of History. Donc j'ai écouté que Code Leads encore, qui est génial. Par contre, je crois savoir qu'Antartix a écouté les 4, donc qu'en penses-tu? C'est excellent. J'ai adoré le principe, c'est de suivre le 7ème docteur, donc qui est assez connu pour être un docteur mastermind des calculateurs, le mec dans l'ombre, qui manipule les ficelles, et du coup il prend sous son aile une nazie, enfin il la prend sous son aile, c'est plutôt pour la surveiller, et il voyage avec une nazie pendant toute une trilogie pour essayer de la contrôler plutôt que de la réformer, parce que elle vient d'un univers parallèle. Ok, elle vient d'un univers parallèle où les nazis ont gagné la guerre.
Ouais, Et- où l'Angleterre a été entièrement envahie par les Allemands et du coup elle est née dans un monde nazi, grandie et élevée dans un monde nazi. C'est ça. Et, Et donc, David Tennant écoute- joue un nazi, comme ça a déjà dû être dit Dans la Code dernière Blitz, fois. oui, tout à fait. Et écoutez Ouais. Code Blitz parce qu'il est vraiment incroyable. Il y a tout un passage sur en fait ce qui se serait passé avec le 7e Docteur, etc. Donc bref, en vrai, à écouter. Et toute la trilogie est excellente, c'est le meilleur du 7e Docteur. Donc, Elle est génialissime, je suis d'accord avec toi, elle est incroyable, j'ai écouté les 4 aussi et c'est ma préférée du c'est- Main Range pour finir sur ce chapitre Big Finish. non, c'est pas le cas pour moi mais elle est vraiment très très bien. Ouais. Elle est très... Franchement, ouais. Ensuite, dans le coffret saison 5 de Unit, dans le final qui s'appelle False Negative, Antarctic l'a écouté, je crois. Ouais. On apprend l'existence d'un univers dans lequel les personnages sont leur exact opposé en termes de bien et mal. Le Docteur serait un homme qui se balade dans l'univers pour annihiler des aliens pacifiques et pathétiques. Est-ce que les Daleks sont des êtres qui essaient de répandre le bien dans l'univers dans cette version? Je ne sais pas. J'en ai Antarctic. aucun souvenir, je sais plus si... je me souviens qu'on a une version parallèle de Kate Stewart, je sais plus si elle a un cache-œil d'ailleurs, ce serait rigolo. Sinon, c'est plus ou moins mémorable, quoi. D'accord. Ensuite, dans un BBC Past Doctor Adventures avec le 6e Docteur qui s'appelle Spiral Scratch, on entend parler de plusieurs univers parallèles assez intéressants. Par exemple, un dans lequel Just César est une femme, a eu sa vie prolongée par une technologie qui s'appelle Julia César, une technologie alien et dans lequel Rome règne toujours de nos jours, avec un 6e Docteur avec un œil en moins et une Mélanie Bush en esclave. Mais l'univers le plus intéressant de ceux qui sont décrits, c'est celui dans lequel les Siluriens n'ont jamais hiberné, et la version de Mélanie est une hybride humaine silurienne. Moi, je trouve ça quand même sympa. C'est juste on en entend juste parler, mais je trouve ça sympa. Sinon, histoire de raconter quelque chose d'un peu marrant, dans un audio du Main Range, le numéro 100, The 100 Days of the Doctor, on apprend l'existence d'un univers parallèle dans lequel le 3e Docteur a apprécié son exil sur Terre. Et ça, moi je trouve ça délicieux. Il existe un univers dans lequel il a apprécié son exil. Et qu'il n'a pas, assommé le brigadier de réflexions malvenues. Et du coup, toujours pour parler des 3e Docteurs alternatifs, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce sont donc les What If. Et si, je vous ai déjà expliqué le concept, et c'est un certain nombre des concepts les plus intéressants dans les univers de manière générale, ça marche aussi pour Doctor Who. Et donc dans la catégorie What If, on a ce qu'on appelle les Doctor Who Unbound. Je vais donc vous en parler de 2, voire 3. Dans le 2e Doctor... 4, 5, 6 3. Dans le 2e Doctor Who Unbound, qui s'appelle Sympathy for the Devil, on nous montre un univers dans lequel le Docteur n'est pas arrivé dans les années 70 ou 80, en fonction de vos sources, mais dans les années 90. Le monde a donc subi beaucoup de problèmes que le Docteur aurait dû faire, échouer. Et dans la 8e histoire Unbound, qui est la suite, Masters of War, on découvre un maître, donc dans cet univers parallèle, le maître de cet univers parallèle, joué par Mark Gatiss. Ok, je me barre, c'est fini. Bonne journée les enfants. Ah non, mais si tu veux, tu vas le voir échouer. Attends, c'est le maître, c'est le méchant. Oui, T'as cela envie de dit, le- si c'est le Bagatis qui joue le maître, ça prouve vraiment que l'univers a vraiment mal tourné. Ça peut pas Non, être par pire. contre, le brigadier joue le brigadier. Je me permets juste de te dire que tu t'es planté. Le méchant de Masters of War, c'est un autre. Il est dans Sympathy, Margatis. Il me semblait bien que c'était comme ça, d'accord. Non, c'est l'inverse. C'est un autre méchant, mais on en parlera beaucoup plus tard. Ok, Et ça je marche. crois que il me semble que David Tennant est dans. Il est Dans le premier. Il est dans celui avec Gatiss, ouais, je crois. Il joue beaucoup de méchants, David Tennant dans Big Finish. Avant David d'être le Tennant, Docteur. même pas que des méchants, mais même aussi des petits rôles. Enfin, il a beaucoup de Mais- petits rôles jusqu'au jour où il prend le rôle du Docteur, étrangement. Ouais. Non, mais à la base, il est fan, hein, donc c'est vraiment, il s'est battu pour, donc c'est normal que tu le retrouves sur ces Big Finish là. Il me semble que Et, Gatiss avait dit qu'il irait loin, ce petit bonhomme, avant d'être casté pour jouer le Docteur. C'est rigolo. Et il faut savoir que David Warner joue ce Docteur alternatif, donc c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, de manière très personnelle, quand je l'ai rencontré en convention et qu'on lui a demandé une anecdote sur Sympathy for the Devil, il a dit « Ah, tiens, il y a David Tennant, je me souviens de ça. » Et il a dit c'était avant qu'il devienne le Docteur. Donc, en fait, techniquement, j'ai enseigné à David Tennant à jouer le Docteur. Voilà. Donc, David Warner. Bon, et cet alors- univers a encore plus été développé dans la série des Bernie Summerfield, puisqu'elle le rencontre, et voilà, donc après, Et ça c'est continue. excellent aussi.
Voilà, il y a d'autres apparitions de Margatti 100 mètres. Voilà. Alors, comme t'as parlé de Margatti 100 mètres, il y en a un dont tu parles pas, et c'est juste pour l'anecdote vite fait, il y a Derek Jacobi qui a joué dans Unbound, où il joue Oui. un scénariste qui avait écrit le projet Doctor Who qui n'a jamais décollé. Donc il joue un, Oui, oui. il joue un Magnifique, écrivain cet raté. épisode. Et on est, je crois, 40 ans après, hein, on doit être dans les années 2000, Ouais, donc c'est ça, c'est le regard ça de sa fait vie. genre 40 ans qu'il traîne ce script derrière lui de Doctor Who, d'un extraterrestre qui voyage dans une cabine téléphonique bleue, et ça a jamais fonctionné. Et il est au bout du rouleau, il sait pas quoi Ça faire. marchera jamais, Doctor Who. de toute façon. Avec celle qui joue sa femme, c'est... Ah, j'ai plus son nom d'actrice, mais c'est celle qui joue la mère de Donna Noble. Voilà. Et donc elle était Jacqueline très, King. très contente de jouer avec Derek Jacobi. Jacqueline King, voilà. Et enfin, pour finir, dans un autre Unbound qui s'appelle Exile, c'est le 6e Unbound, on explique ce qu'il se serait passé si le second docteur avait fui les Time Lords à la fin de The War Games. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, il me semble pas. Mais à mon avis, je m'étais préservé pour ça. Donc c'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui se serait passé si le second docteur avait fui les Time Lords? Déjà, dans cette histoire, on part du principe que les Time Lords peuvent changer de sexe. Voilà, ça a été écrit en 2003. Hein, je C'est rappelle. politiquement correct, c'est une honte. Donc on part du principe que les Time Lords peuvent changer de sexe. Mais il faut pour cela qu'ils se suicident. Et c'est un crime très grave de se suicider. Donc du coup, voilà. Et donc tu deviens une femme en punissement. Et En punissement. non, en fait non, il Change de sexe. se suicide et à cause de son suicide, sa régénération le fait changer de sexe. Sauf que c'est un crime très grave de se suicider et donc du coup, bon bah voilà, c'est comme une marque de ton suicide finalement. Et Attends, t'es en train de me dire que tous les seigneurs du temps dans cette version-là, s'ils sont femmes, c'est des criminels. pas Faut les s'ils arrêter. sont Non, femmes, Non, s'ils tu ont changes changé de sexe. sexe. Changer Si de t'es un sexe. homme, tu deviens une femme, et si t'es une femme, tu deviens un homme. Voilà. Ah ok, Qu'est-ce que tu t'as vois, contre j'ai les cru que femmes toutes les femmes dans Doctor Who, j'ai cru que tous les seigneurs du temps femmes étaient des seigneurs du temps hommes qui se sont suicidés. Non, bah non, ça n'aurait aucun sens. Non, c'est juste si tu changes de sexe, c'est Alors que ça a vachément plus de sens, tu vois. Quand tu te suicides, tu changes de sexe. Bon. Tu changes de sexe si tu te suicides, ça a tout de suite plus de sens. C'est vrai que oui. Excuse-moi. bah c'est-à-dire que je sais pas, c'est étant donné que la régénération est provoquée par la mort et que c'est une certaine mort qui provoque une certain type de régénération, voilà, c'est dans cet univers parallèle là que ça existe, hein, voilà, ça a été totalement démenti par Bon, la série bref. puisque Le Capaldi pire, s'est c'est que pas t'as l'air suicidé. hyper convaincu, quoi. Non mais Capaldi, non, mais l'histoire est franchement pas très appréciée et je vais vous expliquer pourquoi. Parce Capaldi qu'elle est s'est nulle. pas suicidé. Il vous laisse laisser mourir, hein, quand même. Oui, Ah oui, donc, quelque part, c'est pas faux. techniquement- Est-ce qu'on peut estimer que John Sim ne s'est pas suicidé? Bah techniquement, il a suicidé techniquement, son si. futur. Voilà, Il s'est laissé Il mourir. s'est tué lui-même, donc du coup ça fonctionne. voilà donc Bref. Bon, le contre-exemple, c'est le général. le docteur est joué par Arabella Ware, donc troisième docteur alternatif encore, et c'est très mal, il est très très mal apprécié cet épisode parce que c'est la première version d'un docteur femme qu'on voit, et c'est un docteur loser. C'est un docteur D'accord. alcoolique qui a fui, Super. qui a tout perdu, qui à la fin échoue, hein, voilà. Et bon, à la fin, si, il y a quand même l'espoir qu'elle va peut-être s'enfuir à nouveau. Mais en gros, vraiment, c'est la première version d'un Docteur Femme, c'est un troisième Docteur alternatif, ça a été fait en 2003. Et c'est un Docteur... c'est un loser. Enfin, littéralement, c'est une loseuse, voilà. C'est une perdante. Elle fait fuir les Time Lords. Je crois qu'elle est clocharde dans un métro. Elle est alcoolique. Enfin voilà. Donc du coup, c'est très mal apprécié et je comprends pourquoi. Techniquement, il y a quand même le docteur féminin du mini-épisode écrit par Moffat. Oui. Il y a Hugh Grant qui... Il y a une femme. Non, mais dedans. surtout, on pose pas la question importante. Est-ce que le métro est plus grand à l'intérieur Le métro n'est pas plus grand à l'intérieur, voilà. Et du coup, sur ce, je vais pouvoir laisser la parole à Dictator Nopoman pour Je vous en prie. l'avis des intervenants sur l'histoire. Alors, donc maintenant on va tous donner notre avis sur cet épisode. On va commencer cette fois par l'O3, comme la dernière fois. L'O3, qu'as-tu pensé de Inferno? Inferno, c'est un mélange assez monstrueux de plein de trucs, en fait. Mhm. Mais il faut savoir que j'ai détesté regarder cet épisode. Il y a rien qui fonctionnait chez moi sur cet épisode. J'ai le DVD et rien fonctionnait. Les sous-titres marchaient pas, l'audio d'accord. marchait Ah oui, pas. non, j'avais Ça pas a compris. été une expérience de visionnage, mais D'accord. catastrophique. Absolument rien qui devait fonctionner ne fonctionnait. Genre, on pouvait plus. Ça m'a pris mes 3-4 jours pour le regarder parce que... Donc, j'ai vraiment un très 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 mauvais affect à cet épisode. Ça a D'accord. été un calvaire de le regarder à cause de ça. Mais sinon, C'était l'enfer.
Ouais, vraiment. C'était la fournaise. C'est rigolo. L'histoire mélange tellement de trucs que je me suis dit que la seule façon de faire un résumé, c'était cette blague avec tous les lots 3 différents et les différentes séries, parce que ça change d'idée, mais comme d'habitude, je veux dire, il y a vraiment une enquête policière là-dedans. Lot 3, Honnêtement, à un c'est moment, c'est ton meilleur résumé. C'est le plus drôle, je trouve. Non, mais c'est quand même un truc, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fumé, les scénaristes? Alors que l'épisode d'avant, ils prenaient tout leur temps pour raconter une seule histoire et ils en faisaient des tonnes, justement, ça devenait tellement long que c'était exagéré. Là, ils se sont dit, allez, idée suivante, toi t'as quoi? Parle! Bon, là, saboter la voiture. Ok, on y va! Tu fais, mais calme-toi! L'épisode ne s'arrête jamais, il y a des trucs qui ont pas de lien. Pourquoi est-ce que quand ils creusent, ils tombent sur un liquide vert qui transforme les gens en singes? Je comprends pas! Ni comme ça, c'est sûr que... C'était là, tu fais. Et je suis même pas sûr que la planète parallèle a été détruite à la fin de l'épisode. Est-ce que c'est juste, la base qui a été détruite, ou est-ce que c'est la planète qui a été détruite? Non, la planète elle-même, je suis pas sûr, mais il y a une histoire d'explosion quand même. Si, il me semble que la planète. Si, il me semble. Mais tu vois, t'es pas sûr parce que du coup, moi, je suis toujours parti du principe que c'était la planète qui était finie. Hein. Après, il y a un truc. La première fois que j'ai vu l'épisode, oui. Quand on revient dans l'univers du Docteur, enfin l'univers normal entre guillemets, il disparaît à l'épisode précédent et après il est de retour, il est évanoui. T'as pas compris ce qui s'est passé, tout le monde est mort. Non, là il y a aucune transition. Ouais. Il y a un souci de transition à ce moment-là. On s'est demandé s'il y avait pas un problème de pellicule ou un truc du genre. Un épisode manquant. Ouais. Non, mais c'est un bon épisode, mais il y a tellement dedans. D'ailleurs, juste pour revenir à ce qu'on vient de dire, ce serait intéressant qu'il y ait des audios qui se passent entre ces deux moments en fait. En fait, on découvre qu'il s'est passé plein de trucs entre le moment où il a disparu de l'univers de Inferno et le moment où il est apparu sur... Ah ouais, genre il s'est paumé dans plein d'univers parallèles et puis il a eu plein d'aventures avec un dans l'univers de la boule disco. J'adore cette transition. C'était qu'il a fait pour comment revenir dans que ce soit plus compliqué que ça, tu vois, pour revenir sur son univers d'origine. Nopoman, écrivain pour Big Finish. Ouais. Mais il y a aussi l'idée que tu as un univers qui est en retard sur l'autre au niveau du temps. Tu fais, mais... Oui. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Dans le ouais, mais ils sont parallèles. Justement, l'univers de Pete, comme on en parlait, ils ont des années d'avance sur l'univers normal dans la nouvelle série. Non, ils ont des années d'avance technologique. Non, je crois que c'est des années sur la fin quand ils reviennent. Dans la saison 2, il me semble qu'il y a au moins 2 ans qui se sont passés depuis qu'ils avaient vu Rose et le Docteur. Un truc du genre. Possible. Je crois. Pour l'avoir revu il y a pas longtemps. Ok. Mais non, et du coup, ce concept de notre monde est en retard par rapport au monde parallèle, ça permet de faire cette histoire-là, parce que sinon ça fonctionnerait pas. Si tout se passait en même temps, bah, il serait un peu con. Oui, mais ça, c'est pas... En termes de physique, c'est pas forcément débile. Hein. C'est pas... Oui, non, c'est ça. Mais le problème, c'est que moi, j'ai vu l'épisode de Stargate que j'ai parodié dans le résumé, parce que avant de voir celui-là. Ah. Et du coup, quand j'ai vu Inferno, c'est exactement le même. Mais quand je dis exactement le même, c'est pas juste l'idée qui est la même. C'est absolument tout qui est la même chose, jusqu'au décalage temporel entre les deux mondes. D'accord. Ouais, mais Stargate a été écrit 25 ans plus tard. Oui, mais je suis sûr que le gars a vu l'épisode, c'est pas possible. Ah, oui. Parce que, tu sais, même quand Stargate a fait le jour sans fin, ils ont pas mis, c'était pas aussi repos-semblant, c'est vraiment, c'est bit par bit, comme ils disent en anglais, c'est ça, c'est bit par bit. En français, oui. En français, c'est note pour note, quoi. C'est exactement la même chose. Dans le rôle des personnages, dans la façon dont ils meurent tous pour le sauver lui, pour le permettre lui de rentrer. Mais du coup, ça fait une histoire assez poignante. Il se suicide pas, le Brigade Leader, hein. Il veut venir avec. Ah non, mais justement, dans Stargate, t'as exactement la même chose. C'est-à-dire, t'as un personnage qui se fait tirer dessus, et t'as l'autre qui l'aide à s'enfuir et qui, lui, accepte de mourir. Il s'est plus fait suicider par Lise, si tu veux mon avis. Il s'est fait suicider. Il va changer en femme. Il va se réveiller et tous les gens du plateau seront en femme. Il comprendra pas. Mais bon. Non, et du coup. Ou non, les femmes seront cet épisode manque d'humour, mais c'est normal. Il est tellement sérieux, ça colle, quoi. Il y a pas de problème. Après, j'ai pas compris ce que l'histoire d'amour venait foutre au milieu, mais ils se sont dit, les gars, on rajoute une histoire d'amour. Ouais, vas-y. On met une femme blonde assistante du professeur et il tombe. C'est parce que c'est la femme du réalisateur. Bah, on en parlait, j'en ai parlé au début quand il présentait les personnages Nopoman. Il y a un truc qu'on a capté, c'est qu'elle passait son temps à regarder, avoir la bouche ouverte ou alors à regarder ailleurs quand elle jouait. C'est super drôle. Elle a un jeu de regard, en fait, je sais pas, elle arrête pas de regarder le menton de son interlocuteur ou elle descend les yeux, en fait, c'est assez étrange. Donc bon. Enfin bref, c'est pas très important. Voilà, elle a intimidé, ça arrive. Ouais.
L'autre, Mais- autre chose? Est-ce que j'ai fait le tour? Bah évidemment, il y a Unit et il y a Unit Maléfique. Hein. Quand t'as Unit Maléfique, c'est- tout va bien. Et je les trouve plus efficaces sur Unit Maléfique. En fait. Ah bon? Attention, parce que là, entre ça et ton plaidoyer pour le fascisme, on va commencer à se poser des questions C'est sur ça. toi. toi. Bah alors je vais arrêter là du coup. Ouais, parce que Benton, il est pas efficace. Hein. Il est là pour tuer le Oui, docteur, il se fait avoir, il se change en 2 secondes. T'as une note, le 3? Je sais pas, ça a été tellement compliqué de le regarder celui-là que j'ai envie de lui mettre 0 tellement ça m'a Non, énervé. mais t'es pas Mais, sérieux. Ouais non mais je te dis, il m'a tellement énervé à essayer de le regarder, ça m'a vraiment gonflé, j'en pouvais plus. Par contre pour l'histoire, c'est vrai qu'elle est chouette, c'est vrai qu'elle est bien. Donc, Ah, faut pas quand lui même. mettre en dessous de 9 quand même. Mais... Donc en dessous de 9, ça fait beaucoup de notes possibles. Si tu veux mettre quoi? On va lui mettre 8,5. Hein. 8 Ah oui, et- on Il y a peut pas pas. droit Ah, au faut point pas. et demi. Allez, on lui met 9. Mais... Ah, ça c'est mon lot 3. Ça. J'ai envie de lui mettre Donc, 0, c'était mais zéro. je lui mets 9. C'est ça, ouais. c'est vraiment... Mais je vais lui mettre 0. Mais je vais lui mettre 9. Mais pour C'est l'expérience de visionnage, je lui mets 0. les deux extrêmes. C'est le lot 3 alternatif qui parle cette fois-ci. Le 7, t'es revenu? Non. Non, mais je suis dans un univers parallèle où les DVD sont pas compatibles. Je sais pas. Apparemment, c'est ça, ouais. Antartix, on t'écoute. Je vais commencer par le point négatif, parce que j'aime bien commencer par le négatif pour ensuite faire C'est dans la bien. gradation. Mhm. Un truc qui me fatigue dans la saison 7 et dans cette ère, surtout à ce stade-là, comme c'était la fin de la saison, c'est que c'est un peu fatigant, je trouve, d'avoir des méchants corporatistes qui sont stupides et qui écoutent pas le docteur et qui l'enferment pendant 2-3 épisodes jusqu'à ce que ça leur revienne dans la tronche, genre Stallman. Le mec, il touche un liquide gluant vert, il en a rien à foutre. C'est un liquide dangereux qui change les gens en monstres, et ça, même s'il le savait pas, tu prends des précautions. Puis, il est professeur en plus. je Mais il crois, a mis enfin, des il est gants, un hein. peu- Je sais pas il est pourquoi un peu t'es pas content. scientifique. Et je trouve ce méchant très empéant, Tu sais, très il a mis des antipathique gants, et donc très c'est bon. stupide. Non, il met des gants après parce qu'il s'est fait contaminer. Et il le cache. Bah, après, moi, je pense que ça passe encore dans les années 60-70, mais quand tu vois le même genre de personnage corporatiste dans la saison avec Arachne in the UK, avec ce personnage américain, ça, là, pour moi, ça passe plus. Ouais, en non, mais 2019. c'est plus que... Enfin, c'est surtout que ça collait au ton plus écolo, mais Voilà. au message écolo de l'Air Unit. Bon, bref. C'est... Bah, surtout au on message, testera. dites les gars, faire un trou dans la terre, c'est peut-être une mauvaise idée, tu vois. C'est... Bah, la morale de l'histoire, c'est faites pas trop dans la Terre, sinon vous vous retrouvez dans un univers fasciste et tout est détruit par la lave. Non, Tout mais à parce fait que ça, je pense que d'un point de vue physique, c'est réaliste. Hein. Si tu fais vraiment un trou et que tu perces le noyau de la Terre, c'est grave, quoi. C'est pas un truc à faire. Bah, je pense que déjà que c'est... Oui, bon. Bon, bref, ne rentrons pas dans les détails scientifiques. Ouais. Autre chose? Du côté du négatif, pas tellement. Je crois que j'ai pas grand chose à dire sur la musique dans cet épisode. Enfin, elle est pas agaçante comme dans d'autres épisodes, hein, je crois pas. Par exemple, les épisodes des Siluriens où elle est insupportable. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'utilisation de l'univers parallèle, justement pour montrer des versions miroirs des personnages qu'on connaît. Par exemple, Lise est très bien, comme on le disait. Et puis c'est cool parce qu'on peut voir le brigadier sans sa fausse moustache. La longueur pour le coup elle me gêne pas, même si ça fait 7 épisodes, je trouve que ça passe très bien. Pour une fois, il y a pile ce qu'il faut dedans dans ce serial pour moi. Et ce que j'aime bien, c'est justement, j'en parlais, c'est l'utilisation, enfin le fait qu'on voit un peu le futur, enfin non, pas le futur. Ce que j'aime bien, c'est l'utilisation de l'univers parallèle pour montrer les conséquences de ce qui pourrait partir, j'allais dire en vrille, mais c'est très mal vu. Mais c'est ça, c'est un peu le futur. Oui, c'est Ouais, un peu voilà. le futur, quelque part. Mais ce que j'aime bien, Il y a un peu de ça, quand c'est même. montrer les conséquences catastrophiques en décimant tout le casting principal, comme Ouais. ce que faisait Russell T Davies dans l'univers parallèle avec les Cybermen, pour montrer les actions. Où il bute absolument tout le monde sauf Pete, je crois, et un ou deux potes de Mickey. Et je pense que dans la série télé en général, même s'il y en a beaucoup, pour la version série télé du 3ème Docteur, c'est mon épisode préféré du 3ème Docteur. D'accord. Donc tu veux lui mettre 0. Ouais, je lui mets moins 5. Non, mais attends une seconde. La moustache du brigadier est fausse? Ouais. Sérieux? Moi, je pensais qu'il l'avait rasé et tourné la suite de l'épisode comme ça, quoi. Bah, si tu veux, moi j'ai Non. appris au bout de 2-3 ans que Hartnell il portait une perruque. Hein, donc, Attends, quoi? Hartnell porte une perruque?
Sérieux? Mais non, je sais pas, je savais pas. Eh ben, je t'ai appris deux trucs. Le brigadier a une fausse moustache, et le premier docteur, Fin Hartnell, il portait une perruque. Ah, putain, non, mais je veux plus vivre sur cette planète dorénavant. Retourne dans l'autre timeline, apparemment, elle était mieux. Ouais, c'est ça, il y a un oppo-dictateur, mais je vais rester là-bas. On va dire Ok. que comme c'est tu vas- mon épisode préféré du troisième Docteur, comme je pense pas que je le ferai péter une autre fois dans ces 5 saisons à venir, je vais Oula, faire péter attention. 10 Le sur faire 10. péter. Le 10 sur 10 Allez. Ouais. Ah, oh là là. Oh là là, il a fait péter le Oh 10. là là. C'est la seule Oh fois que là ça là, arrivera c'est dans une cette ère, je magnifique pense. technique, il vient de poser un 10 sur 10 magistral. Que vont répondre les autres? Pardon. Alors il faut savoir que nous, Leg. on a déjà fait péter le 10 dans les podcasts. C'était Ah ouais Enemy of the World. Moi, c'est pour Main Robber que je mettrais 10 sur 10. Je l'avais fait Moi, c'est péter, pour The je l'avais Web fait of péter Fear. pour The War Games. Pareil. Ah oui. Je le ferai. Dark Jacket l'avait fait péter pour The War Games. L'autre 3 l'avait fait pour The Mind Robber. Nopoman n'a pas fait péter le 10 encore. Non, mais j'ai dû monter à 9 pour Enemy of the World au moins, je pense. Je suis monté haut pour Enemy of the World. Oh, je vais lui mettre Ouais, 9 c'est sur 10. bizarre pareil. qu'Abominable Snowman, je lui ai pas mis 10. je te vois que t'as mis 9 pour The Mind Robber, pour The War Games. Et pour The Enemy of the World, Putain, je le vois pas. Ah si, là. Oui, si, t'as mis 9 aussi. Alors, Voilà. du coup, là, on est soit à une moyenne de 5 sur 10 parce que la note de visionnage c'était 0 pour l'O3, soit à 9,5 sur 10 parce que il a mis 9 et pas 0. Exactement. Alors, C'est pas génial. tout à fait. Non mais voilà. C'est pas tout. Je suis super énervé d'avoir acheté le DVD qui fonctionne aussi mal. Quoi. Pas tout à Ah. fait. Parce que, bon alors, du coup, à mon tour de donner la note. Mhm. Déjà, je trouve que c'est une idée géniale. Donc c'est super fantastique. Les personnages sont géniaux, les doubles maléfiques sont toujours trop cool. Par contre, c'est trop long pour ce que ça a à dire. C'est vraiment trop long, ça aurait mérité 5 épisodes, quoi. Et puis, on aurait vraiment pu avoir quelque chose de condensé et de bien. Et le problème, c'est que le producteur s'est dit la même chose, savez-vous. Il s'est dit que c'était trop long pour ce qu'il y avait à dire, mais plutôt que d'enlever des épisodes de cette histoire et de faire une autre histoire, il a ajouté les Primords et le Vénusian Aikido. Alors encore, les scènes de Vénusian Aikido sont cool et passe crème, autant on sent que les Primords sont inutiles à l'histoire, et c'est bien dommage. Je sens qu'ils ont Donc, été les Prime rajoutés. Lords ont Ouais. vraiment été rajoutés juste pour... Ok, ça se comprend mieux parce que sinon ça n'a aucun sens. Je crois qu'ils ont été rajoutés parce que sinon t'avais pas de menace alien dans cet épisode. Hein. Il me semble. Et sinon, la musique est très cool avec beaucoup d'ambiance. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de points positifs. Voilà, je trouve que l'histoire est super, ça développe enfin les univers parallèles. C'est dommage juste qu'ils aient rajouté les primers pour pouvoir avoir un petit peu plus de choses à dire. Le Vénusian Aikido, encore ça passe crème, mais sinon l'idée est géniale, les personnages sont géniaux, la musique est géniale. C'est juste un peu long. Et Tu il y a mets juste 5 des sur choses 10. rajoutées. Non, je lui mets 8 sur 10. Ah. Non, je lui mets 8 sur 10. Ok. Quand je te disais pas tout à fait, c'est parce que tu t'étais trompé sur la moyenne. Je sais pas pourquoi t'as une mauvaise moyenne. Non, bah, on a mis un 10 et un 9, donc ça fait 9,5 sur 10 sur 2 notes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que moi je comptais déjà ma note. Non, non, bah Ouais. moi je mets 8 sur 10. Ok, donc du coup à mon tour, les points négatifs pour cet épisode pour moi c'est pareil, je trouve qu'il est un petit peu trop long. En fait globalement je ne sais pas s'il y a une seule histoire de Doctor Who qui m'a pas semblé à un moment un peu trop longue. Mais bon. Quoi? T'as trouvé The Abominable Snowman trop long? Enemy The of the Web of World. Fear trop long? Mais ouais, j'enlèverais quand même facilement peut-être un épisode. Donc ce que je voulais dire, donc l'épisode était trop long. Ce qui m'agace également, c'est les comportements complètement stupides de certains des personnages, en particulier du professeur Stallman, Oui. qui Ah, totalement. c'est à peine si quand il voit pas la substance verte inconnue, il va pas mettre sa tête dedans pour voir quel goût ça a. Le docteur fait ça, cela dit. Hein. Par contre, vraiment, ce qui est vraiment super cool, c'est le concept d'univers parallèle. La première fois qu'on le voit, le fait que ce soit traité quand même assez bien, la fin qui est sans concession. Ouais. C'est qu'on pourrait imaginer un peu comme à la manière quand j'y pense, à la manière de Pompéi, où finalement le docteur il revient, il va les sauver. Non, là il crève et bah tant pis pour votre gueule, quoi. Vous avez foiré, vous payez. Karma is a bitch, c'est comme ça que ça fonctionne. Et sinon, le dernier truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'était le brigadier et Liz Shaw, comme on l'a déjà dit, qui jouent des rôles. Enfin, leur version maléfique est vraiment super. On voit qu'ils ont pris plaisir à jouer ces versions parallèles et voilà. Et donc ça fait plaisir de voir les gens qui se font plaisir. Donc, ma note finale sera 9 sur 10. 9 sur 10. Et maintenant... Ce qui fait donc une moyenne de 9 sur 10.
Fascinant, non? Et donc, du coup, Inferno est élu meilleur épisode de la saison 7. Le pire épisode de cette saison 7, c'est donc Doctor Who and the Silurians. Pas d'objection. On lui avait mis quoi, 5,75 ? Alors, Inferno 9 sur 10. Deuxième épisode, The Ambassador of Death, 7,25. Spirit from Space, 7 sur 10. Doctor Who and the Silurians, 6,25. Ouais, alors que je mettrais bien Inferno comme étant le pire épisode de la saison. Mais c'est pour des raisons de visionnement. Il y en a un qui va pas revenir encore une fois. Fais attention à ce que tu dis. Est-ce que tu peux faire les 5 premiers, tout classement confondu? Alors, les 5 premiers, tout classement confondu. Les 5 meilleurs épisodes, c'est ça? Ouais, les 5 meilleurs épisodes. Il y aura du deuxième Docteur. Alors, on va faire comme ça, Alec. Tu nous donnes d'abord les 5 premiers épisodes, des 3 saisons confondues, et ensuite, ce que tu peux dire, c'est en effet le classement, genre nous dire tel épisode est XIM, et etc. Sur X. D'accord, ok. Ou sur Y, en l'occurrence. Ok. Alors, les 5 premiers épisodes des saisons, donc 4, 5, 6. Non, 5, 6, 7. Alors, le premier épisode de la saison 5, il s'est cessé avec 8,5 Enemy of the World. Non, les 5. Enfin, oui, va dire si tu veux, mais je J'ai veux pas savoir, compris, c'est 3 saisons confondues, quel est le premier épisode? Ah, ok, bah c'est The War Games, 9,66667. Ok. Ensuite, deuxième et troisième épisodes sont à égalité. Il s'agit de Inferno et The Mind Robber. Ok. Le top 3 me convient totalement. C'est le mien, en tout cas. C'est pas le mien. Donc quatrième, ça va être Enemy of the World, j'imagine. Le quatrième, je vois qu'il n'y a pas de 8. Enfin, en fait, j'ai pas encore lancé le truc sur Excel donc je le fais à la main, là, le classement. Je vois qu'il n'y a pas de 8. Par contre, je vois beaucoup de 7. Le plus haut que je vois, c'est 7,875 et c'est Web of Fear. Sérieusement? Bah oui, je l'avais mis tellement bon point, lui, c'est un 10, ça me mettrait Je me frotte Je les suis mains. d'accord. Voilà, merci Antarctique d'être d'accord avec moi. Non, Putain, mais je me j'adore sens Web moins of seul. Fear, moi. Depuis que t'es là, je me sens moins seul. Ah non, pardon, j'ai oublié un 8,5. Donc il y a quatrième épisode, ce n'est pas Web of Fear, c'est effectivement Enemy of the World. C'est un top Voilà. 5 logique. Pardon. Merci. Par contre, le cinquième épisode, c'est Web of Fear. Ok. Bon, du coup, j'imagine que le classement de quel épisode c'est et où, ça a été un peu compliqué, si t'as pas la liste automatique. Bah en fait, j'ai Donc, pas encore fait le programme Excel qui fait tout bouger si tu veux, mais si tu veux, je peux te le faire là en 5 minutes. Non, ça va aller. On fera ça pour un hors-série. Hein, on va faire un hors-série classement. Je pense qu'il n'y a pas assez de classement dans Doctor Who. Ça serait bien qu'on... La liste est sur la Mais liste. est-ce que le podcast ne sert pas déjà à ça à la base? Qu'on apporte un peu d'eau à ce moulin qui est terrible. Et après, on fera une liste des classements selon les meilleures et les pires notes. Exactement. On va faire un classement des meilleurs classements. Le 5e va t'étonner. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter qui sont intéressantes? Si vous avez des choses pas intéressantes, c'est pas la peine. Rien à ajouter. Le haut parallèle, il revient quand? Oui, Il était mieux. Celui qui a des vrais Hey Ok, allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces bleus, mettez la cloche des étoiles sur iTunes et les commentaires, et vous permettrez peut-être à un univers parallèle de survivre. On se retrouve pour le prochain épisode de Oublicast. En attendant, n'oubliez pas. I come from a parallel space-time continuum. Obviously, he is trying to confuse us, leader. Well, let me put it this way. I've been transported from another world. One that is running almost parallel to this one.